Après le démantèlement des anciens mafieux qui opéraient à la fin du 19e siècle, la société mafieuse allait prendre une toute nouvelle dimension. Avec une réforme inédite et l'arrivée de jeunes gangsters qui évoluaient dans le milieu durant les années 1910, l'organisation allait profondément se transformer. Avec la mort de Salvatore Maranzano, dernière personnalité à porter le titre de Capo di Tutti Capi, le chef de tous les chefs, un jeune gangster charismatique allait restructurer l'organisation mafieuse, mais cette fois-ci avec un système totalement différent. Durant la période de transition marquée par les anciens gangsters ayant commencé à opérer dans les années 1800, le système de l'organisation Cosa Nostra reposait sur l'autorité du Capo di Tutti Capi, un titre désignant le chef suprême de tous les chefs mafieux du milieu. Toutes les décisions devaient passer par lui, une règle qui n'allait cependant pas durer bien longtemps avant d'être abolie. Dans la nouvelle réforme, l'idéologie du Capo di Tutti Capi fut éliminée pour faire place à un système appelé la commission. Ce nouveau système inaugurait un bureau central pour tous les mafieux opérant à New York, en particulier les 5 familles les plus puissantes. Derrière cette grande réforme se cachait un simple immigrant, que personne n'aurait imaginé doté d'une telle capacité à tout transformer. Un gangster qui allait être considéré comme l'une des plus grandes figures du crime organisé de toute l'histoire des États-Unis. Lucky Luciano. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de ce gangster sicilien et comprendre comment il a fait son nom dans le monde criminel, c'est le bon moment pour t'installer et plonger dans son univers. Un 24 novembre 1897, dans le quartier de l'Ercara Fridi en Sicile, Madame Rosalia Luciana donna naissance à son 2e enfant. Ce fut un grand moment de joie pour la famille, émerveillée devant ce petit ange, à qui ils donnèrent le nom de Salvatore Luciana. Monsieur Antonio Caporelli, l'époux de Rosalia, n'était pas un homme ordinaire. Il incarnait la parole donnée et remplissait pleinement son rôle d'homme de la terre. Au cours de sa vie, il eut au total 5 enfants. Bartolomeo, l'aîné. Concetta Lucania. Filippa Lucania, l'autre fille de la famille. Giuseppe Lucania, le benjamin. Et enfin Salvatore Luciana, le 2e de la fratrie. À cette époque, la situation économique en Italie était difficile. Les petites activités locales ne suffisaient pas à subvenir aux besoins des enfants. Antonio rêvait de quitter l'Italie pour tenter sa chance en Amérique, mais le manque de moyens financiers retardait ce projet. De son côté, son épouse faisait tout pour économiser et faire avancer ce rêve. Finalement, en avril 1906, Salvatore Luciana et toute sa famille débarquèrent aux États-Unis. Un rêve qui devenait enfin réalité. N'ayant pas beaucoup de ressources, ses parents s'installèrent provisoirement dans un petit quartier italien de Manhattan, en attendant des jours meilleurs qui ne viendront jamais. Depuis le milieu du 19e siècle, l'idée que l'Amérique est un pays où le succès est à portée de main dès l'arrivée a été largement diffusée. Ce rêve américain a attiré de nombreuses vagues d'immigrants de toutes origines vers le territoire américain. Avec cette diversité culturelle, des groupes criminels commencent à émerger un peu partout dans New York, dont dans les quartiers les plus actifs de New York, les cambriolages de magasins devenaient quotidiens. À l'âge de 14 ans, Salvatore Luciana avait son choix, la rue. Il abandonna très tôt l'école pour se lancer dans des activités illégales. Avant de s'assombrir complètement, il travailla brièvement comme livreur de chapeaux pour une boutique, gagnant $7 par semaine, ce qui aidait un peu sa famille. Un événement allait changer sa vie. Un matin, alors qu'il se rendait au travail, Luciano tomba sur un groupe de jeunes juifs immigrés en train de jouer à des jeux d'argent. La tentation fut trop forte. Luciano tente sa chance, et après quelques essais, il remporta le jackpot. $244. Après ce coup de chance, Lucky Luciano, qui gagnait jusque-là $7 par semaine, abandonna son travail. Désormais, sa vie allait se dérouler exclusivement dans la rue. Âgé 15 ans, Lucky Luciano et quelques autres jeunes décidèrent de leur propre bande. Ils proposaient une protection aux enfants qui refusaient de rejoindre leur groupe, contre 10 centimes par semaine. Cette protection les couvrait contre d'autres bandes rivales en plein développement. Visionnaire, Lucky Luciano rejoignit ensuite une autre bande plus ancienne et influente dans la région, dirigée par des membres plus âgés, le gang des Five Points. Durant les années 1910, Luciano fit la connaissance d'un autre jeune aussi coriace que lui, surnommé Meyer Lansky. Luciano tenta d'intimider Lansky pour l'empêcher de marcher sur son territoire, mais Lansky, intrépide, lui répondit que seule la mort pourrait l'arrêter. Luciano, impressionné par son courage et son caractère, décidait de faire la paix. À partir de ce jour, Lucky Luciano et Meyer Lansky devinrent amis, une amitié qui dure jusqu'à la mort. Avec sa bande, Luciano élargit progressivement son territoire,
ciblant les quartiers les plus riches. C'est à cette période qu'il fit la rencontre de plusieurs jeunes gangsters partageant la même vision, dont Frank Costello, un Sicilien qui allait devenir un acteur central dans la construction du nouvel empire criminel qui allait émerger au début des années 1930. L'année 1915 fut un tournant pour Luciano et sa bande. Après un cambriolage de magasin, la police soupçonna immédiatement son groupe. Des arrestations massives eurent lieu, mais Luciano, chanceux encore une fois, n'était pas présent ce jour-là. Suite à cela, Luciano se fit discret, tout en continuant à offrir ses services au gang des Five Points. Malheureusement, à la fin de l'année 1915, il fut arrêté pour possession d'héroïne, alors qu'il effectuait une livraison. Très jeune, Lucky Luciano avait déjà assimilé les codes de la rue, ne jamais dénoncer personne, au risque d'y laisser sa vie, ce qu'il respecta. Condamné à 1 an de prison, Luciano, qui avait bonne conduite, se vit offrir une seconde chance. Après seulement 6 mois derrière les barreaux, Lucky Luciano fut libéré. Après ma sortie de prison, j'ai fini par comprendre que ces 6 mois derrière les barreaux n'étaient pas une punition, mais plutôt une formation. En sortant, j'ai réalisé que ce passage en détention m'avait donné un tout autre statut dans le milieu. Le respect que je n'avais pas auparavant, je l'avais désormais. Des criminels plus puissants m'approchaient, prêts à me faire des offres, convaincus que mon silence derrière les murs prouvait ma loyauté. Mais j'ai refusé. À la fin de l'année 1917, Lucky Luciano relança ses activités, qu'il menait déjà depuis les années 1910, mais cette fois avec une nouvelle organisation. Une organisation qui allait s'imposer sur l'ensemble du territoire américain au cours de la décennie suivante. Pour démarrer, il a choisi son vieil ami Meyer Lansky, un juif déterminé qu'il connaît depuis l'enfance. Le deuxième choix fut Benjamin Bugsy Siegel, un autre juif charismatique et intelligent, qui allait jouer un rôle crucial grâce à ses contacts politiques. Le troisième homme était Frank Costello, sicilien comme lui, qui allait prouver une fidélité inébranlable à l'organisation, même face à la justice suprême. À eux 4, ils formèrent l'organisation criminelle la plus puissante des États-Unis, la mafia moderne. Le groupe n'avait pas de nom officiel, contrairement à d'autres bandes criminelles de l'époque. Ce qui comptait, c'était leur union et leur stratégie, et surtout le fait de mener leurs activités de manière à ne jamais éveiller les soupçons. En moins d'1 an, les profits engrangés par Luciano et ses nouveaux partenaires dépassaient largement ceux des autres groupes, car leur priorité était l'argent, pas la violence. Et sans violence, les forces de l'ordre intervenaient rarement. Une théorie que Lucky Luciano maîtrisait parfaitement. De 1917 à 1919, le petit groupe comptait déjà une vingtaine de jeunes hommes répartis sur plusieurs tâches. Mais les 4 fondateurs se réunissaient toujours entre eux pour planifier l'avenir du groupe dans le monde criminel. Avec les cambriolages, les vols dans les quartiers riches et la revente de bijoux volés, l'argent commença à affluer. Rapidement, ils investirent dans des clubs et des casinos, un système qui les enrichit très vite. Mais la vraie source de leur ascension fut le trafic d'alcool. Le 16 janvier 1919, le 18e amendement fut ratifié aux États-Unis. Son objectif, interdire la fabrication et la consommation de boissons alcoolisées sur tout le territoire à partir de l'année suivante. Un peuple assoiffé, passionné d'alcool, je voyais ça comme une occasion en or de faire ma place dans le milieu et de prouver mon importance. C'était l'époque de la prohibition, une époque qui allait marquer notre vie de gangster. En 1920, même si l'argent semblait facile à faire, je savais que ce ne serait pas simple. Mais mon avantage principal, c'est que j'opérais dans la ville la plus riche des États-Unis, New York. Pour tirer pleinement profit de la prohibition, nous devions recruter un membre clé. Giuseppe Antonio Dotto, plus connu sous le nom de Joseph Adonis. Oh oui, c'était un excellent recrutement. Ce jeune de 18 ans, expert en cambriolage, avait tout ce qu'il fallait. Avec lui, nous avons commencé dans le trafic d'alcool, et nous sommes rapidement devenus l'un des 7 groupes mafieux les plus puissants dans la contrebande d'alcool aux États-Unis. Mais pour en arriver là, Luciano et son groupe allaient devoir affronter une bataille qu'ils ne souhaitaient pas. Le milieu comptait déjà des mafias plus anciennes et plus riches, présentes dans diverses activités lucratives depuis des dizaines d'années. C'est alors que Lucky fit la rencontre d'un homme influent, Arnold Rothstein, un gangster célèbre dans l'ombre et entrepreneur respecté à la lumière du jour. Avec lui, Lucky apprit comment se comporter en vrai homme d'affaires, comment s'habiller sans attirer trop l'attention, et surtout, comment ne jamais paraître faible. Et oui, Rothstein fut un véritable mentor pour Lucky à cette époque. Mais il y a une chose à laquelle aucun gangster ne peut échapper, la concurrence. Et c'est justement l'épreuve la plus difficile que j'allais traverser en montant dans le monde mafieux. À 26 ans,
J'avais déjà l'argent pour posséder tout ce que je désirais, maison, voiture, femmes, policiers, politiciens, rien ne me manquait. Jusqu'au jour où la concurrence est devenue une menace réelle. À l'époque, j'étais encore un simple gangster en pleine ascension, mais le milieu comptait des figures bien plus anciennes et puissantes que moi, comme Joe Masseria, surnommé Joe le Boss, et Salvatore Maranzano, deux mafieux redoutés à New York, actifs depuis l'époque où ils étaient encore en Italie. Ces vieux gangsters au ventre plein ressemblaient à des caricatures. Pour moi, ils n'étaient pas des gangsters, mais ils contrôlaient une grande partie des activités criminelles à New York, notamment les taxes sur les petits commerces, la contrebande d'huile d'olive, etc. Ce qui allait me donner l'avantage sur Masseria et Maranzano, c'est qu'ils se détestaient profondément. Et tous deux voulaient dominer le trafic d'alcool, tout comme moi. Un matin, Maranzano me donne rendez-vous dans son quartier de Little Italy pour discuter. Sa première proposition fut claire. Il voulait que je travaille avec lui, à une condition, éliminer deux de mes amis juifs, Meyer Lansky et Bugsy Siegel. Je refusais catégoriquement, mais comme j'étais en discussion avec un gangster, dans un endroit privé, je lui dis simplement « Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir ». J'en ai parlé à mes associés. Notre décision était unanime, rester unis jusqu'à la mort. S'il fallait se battre, alors on se battrait. La réunion fut conclue sur ces mots. Quelques semaines plus tard, alors que j'assistais à un match de boxe, Joe Masseria m'invite à dîner pour discuter d'un partenariat. Lors de ce dîner, il me propose de travailler ensemble, à condition que je tue Maranzano. Je lui répondis que c'était une belle offre et que j'étais prêt à collaborer, mais que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Chacune de mes réponses avait un seul but: gagner du temps et mieux comprendre dans quel camp me placer. De toute façon, il me fallait faire un choix. J'accepte finalement l'offre de Joe Masseria, dont l'organisation était plus puissante et mieux structurée. Malheureusement, ce fut une décision bien calculée mais mal pensée, qui marqua le début de la guerre dite de Castellamarese, opposant le clan de Joe Masseria à celui de Salvatore Maranzano. En octobre 1929, au 177 rue de New York, 3 hommes non identifiés m'attaquèrent alors que j'étais dans ma voiture. Ils me rouèrent de coups, me poignardèrent à plusieurs reprises, puis me jetèrent sur une plage. C'était le début du prix à payer pour mes décisions. Par miracle, j'ai survécu à cette attaque, non sans douleur. Et c'est là que je comprends qu'il ne me restait plus qu'une seule option, éliminer un des deux rivaux. Mais la vraie question restait: lequel ? Après la mort du premier capo di tutti capi, Giuseppe Morello, Masseria allait perdre de l'influence dans sa guerre contre Salvatore Maranzano. Giuseppe Morello était en réalité celui qui tenait Masseria debout dans la guerre de Castellamare contre Maranzano. Clairement, Masseria se trouvait dans une position de faiblesse, et Lucky Luciano, qui était encore associé à lui à cette époque, risquait lui aussi de tomber sous les coups de Maranzano. Pour éviter cela, Lucky Luciano va conclure un nouvel accord avec Maranzano. Luciano promet d'éliminer Masseria, à condition que Maranzano lui cède le contrôle de la majorité des territoires dirigés par Masseria, et qu'il le reconnaisse comme chef des chefs. Maranzano, avide de pouvoir, n'a pas hésité longtemps. Ce qui lui importait, c'était d'éliminer Masseria afin de devenir le chef suprême de la mafia à New York. Le 15 avril 1931, Lucky Luciano invite Masseria à une réunion dans un restaurant de l'East Side, quartier où résidait Luciano. Pour Masseria, cette réunion avait pour objectif d'élaborer une nouvelle stratégie pour vaincre Maranzano. Pourtant, ce sera son dernier jour sur Terre. Après un moment de discussion, Lucky se lève sous prétexte d'aller aux toilettes. C'est à ce moment que 2 hommes, Benjamin Siegel et Meyer Lansky, pénètrent dans le restaurant. Sans perdre de temps, les coups de feu retentionnent, l'assassinat de Joe Masseria est exécuté. Le chef des chefs est tombé. Ce fut le premier crime officiel de Lucky Luciano. Mais en même temps, cet assassinat ouvre un nouveau chapitre dans sa vie de criminel. Désormais, Salvatore Maranzano devient le nouveau capo di tutti capi à New York. Il convoque une réunion pour restructurer les 5 familles mafieuses de l'époque. Moi-même, Lucky Luciano, Profaci, Gagliano, Vincent Mangano et Salvatore Maranzano lui-même, qui se proclame alors chef de tous les chefs, ou parrain des parrains. Mais cette décision ne plaît pas à Lucky Luciano. Le titre de capo di tutti capi permettait à Maranzano de toucher 2 fois plus d'argent que chaque autre parrain, ce que Lucky voyait d'un très mauvais œil. Il décide donc qu'il faut éliminer Maranzano. Vers la fin de l'année 1931, avec l'évolution rapide de l'organisation mafieuse, Maranzano commence à sentir qu'il n'a plus besoin de Lucky Luciano. Il le trouve trop intelligent et prévoit de l'éliminer. Il engage donc des tueurs irlandais pour cette mission.
Mais Lucky Luciano, qui mène sa propre enquête pour découvrir qui veut le tuer, apprend par l'intermédiaire de Benjamin Siegel qui avait de nombreux contacts irlandais que Maranzano veut le faire assassiner. Luciano propose alors un nouveau plan aux tueurs irlandais. Il leur offre plus d'avantages s'il accepte d'éliminer Maranzano à la place. Les tueurs acceptent. Un élément important permet de mieux comprendre leur changement de position. Depuis la fin des années 1800, à l'époque où la mafia commençait à s'imposer avec Giuseppe Morello, un système de discrimination existait. Tous les parrains, de Morello à D'Aquila jusqu'à Maranzano, refusaient d'intégrer d'autres nationalités dans leur famille. Seuls les Italiens d'origine sicilienne ont pu faire partie de l'organisation. Lucky Luciano avait brisé cette règle dès sa jeunesse, lorsqu'il rencontrait Meyer Lansky à l'âge de 14 ans. Celui-ci resta l'un de ses plus proches amis et alliés jusqu'à sa mort. Pour les Irlandais, c'était donc une opportunité de participer à une réforme. Avec Lucky Luciano comme nouveau chef, les portes s'ouvriraient à d'autres nationalités. Le 10 septembre 1931, 4 criminels déguisés en policiers pénètrent dans le bureau de Maranzano. Pour ses assistants, il s'agissait de policiers venus arrêter le chef mafieux. En réalité, c'était un plan orchestré par Lucky Luciano pour pouvoir approcher et éliminer facilement Salvatore Maranzano. Les 4 Irlandais, déguisés en policiers, n'ont pas perdu de temps. Maranzano est assassiné sur place. C'était le début de la fin pour l'ancienne mafia qui fonctionnait selon le système de la Cosa Nostra. Moins de 15 jours plus tard, tous les anciens parrains des 5 familles furent éliminés. Une nouvelle réforme et un nouveau système d'organisation furent mis en place. Au lieu d'un chef suprême, Lucky Luciano a créé un système appelé la commission. Ce système permettait aux chefs de chaque famille de se réunir pour discuter de l'avenir de l'organisation, sans qu'une seule personne impose ses décisions. Cependant, tout le monde respectait Lucky Luciano comme le leader principal, car c'est lui qui avait mis en place cette réforme en éliminant les anciens chefs qui empêchaient l'évolution de la mafia. À 34 ans, Lucky Luciano règne sur le milieu. Pour la première fois, un gangster parvient à rassembler tous les autres mafieux importants pour discuter et collaborer sans domination. Sa première idéologie, reconnaître qu'ils étaient des criminels, mais que cela ne les empêchait pas de rechercher le respect et la reconnaissance dans la société. Luciano s'inspire alors des idées d'Arnold Rothstein. Il prône la légalisation partielle des entreprises mafieuses, afin de donner une autre image à l'organisation. Chaque chef devait s'assurer d'avoir la confiance et le respect total dans son milieu. En aucun cas, un parrain ne devait se laisser discréditer. Pour tout ce qui concernait les assassinats, une sorte de syndicat devait en assumer la responsabilité. Les membres s'entraidaient dans toutes leurs activités. S'il fallait tuer un mafieux, cela devait être discuté, et même la cible devait comprendre les raisons de son élimination. Concernant les policiers, juges, parlementaires, politiciens ou maires, personne n'avait le droit de les assassiner, car ils ne faisaient que leur travail. Il fallait plutôt les corrompre avec des sommes d'argent qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie. Pour Lucky Luciano, tout le monde avait un prix. Il suffisait d'en connaître les conditions. C'est ainsi que Lucky Luciano grimpa au sommet de la mafia jusqu'au jour où un événement allait détruire sa réputation.